everyone, it's week 19 of the Book Thief Book Club. Can you believe it? Week 19. So we're going to read 3 chapters this week. The Visitor, The Schmunzler, and Death Diary, The Parisians. And we'll have some questions for you, as usual. And that's it, really, like nothing different. Alors, salut, c'est notre 19e semaine de la club de lecture pour la voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va lire 3 chapitres, Le Visiteur, Le Schmunzler et Journal de la mort, les Parisiens. Et ensuite, on aura des questions, comme d'habitude. Julie va commencer en anglais. The Visitor. A new ball had been found for Hemel Street soccer. That was the good news. The somewhat unsettling news was that a division of the NSDAP was heading toward them. They'd progressed all the way through Molking, street by street, house by house, and now they stood at Frau Duller's shop, having a quick smoke before they continued with their business. There was already a smattering of air raid shelters in Molching, but it was decided soon after the bombing of Cologne that a few more certainly wouldn't hurt. The NSDAP was inspecting each and every house in order to see if its basement was a good enough candidate. From afar, the children watched. They could see the smoke rising out of the pack. Liesel had only just come out, and she'd walked over to Rudy and Tommy. Harald Mollenhauer was retrieving the ball. What's going on up there? Rudy put his hand in his pocket. The party. He inspecting his friend's progress with the ball in Frau Zapfel's front hedge. So checking all the houses and apartment blocks. Instant dryness seized the interiors of Liesel's mouth. For what? Don't you know anything? Tell her, Tommy. Tommy was perplexed. Well, I don't know. You're hopeless, the pair of you. They need more air raid shelters. What? Basements? No, attics. Of course, basements. Jesus, Liesel, you really are thick, aren't you? The ball was back. Rudy! He played onto it, and Liesel was still standing. How could she get back inside without looking too suspicious? The smoke up at Frau Duller's was disappearing, and the small crowd of men was starting to disperse. Panic generated in that awful way. Throat and mouth. Air became sand. Think, she thought. Come on, Liesel, think. Rudy scored. Faraway voices congratulated him. Think, Liesel. She had it. That's it, she decided, but I have to make it real. As the Nazis progressed down the street, painting the letter LSR on some of the doors, the ball was passed through the air to one of the bigger kids, Klaus Behrig. LSR, Luftschutzraum, air raid shelter. The boy turned with the ball just as Liesel arrived, and they collided with such force that the game stopped automatically. As the ball rolled off, players ran in. Liesel held her grazed knee with one hand and her head with the other. Klaus Behring only held his right shin, grimacing and cursing. Where is she? He spat. I'm going to kill her. There would be no killing. It was worse. A kindly party member had seen the incident and jogged dutifully down to the group. What happened here? He asked. Well, she's a maniac, Klaus pointed at Liesel, prompting the man to help her up. His tobacco breath formed a smoky sandhill in front of her face. I don't think you're in a state to keep playing, my girl, he said. Where do you live? I'm fine, she answered. Really, I can make it myself. Just get off me. That was when Rudy stepped in, the eternal stepper inner. I'll help you home, he said. Why couldn't he just mind his own business for a change? Really? Liesel said. Just keep playing, Rudy. I can make it. No. He wouldn't be shifted. The stubbornness of him. It only take a minute or two. Again, she had to think, and again, she was able. With Rudy holding her up, she made herself drop once more to the ground on her back. My papa, she said. The sky, she noticed, was utterly blue. Not even the suggestion of a cloud. Could you get him, Rudy? Stay there. To his right, he called out, Tommy, watch her, will you? Don't let her move. Tommy snapped into action. I'll watch her, Rudy. He stood above her, twitching and trying not to smile as Liesel kept an eye on the party man. A minute later, Hans Huberman was standing calmly above her.
Hey, Papa. Un sourire désolé joua sur les lèvres de Hans Huberman. Je me disais que ça finirait bien par arriver. Il la releva et l'aida à regagner la maison. Le match reprit. Le natif frappait déjà à la porte d'un voisin à quelques numéros du leur. Personne ne répondit. « Vous avez besoin d'un coup de main, Herr Huberman » lança Rudy. « Non, merci, continuez à jouer, Herr Steiner. » Herr Steiner, quel homme adorable que le papa de Liesel. Une fois à l'intérieur, Liesel prévint Hans. Elle tenta de trouver un moyen terme entre silence et désespoir. « Papa, ne dis rien. Les gens du parti, chuchota-t-elle. Hans Huberman se figea. Il résista à l'envie d'ouvrir la porte et de regarder dans la rue. Il cherche des sous-sols pour faire des abris antiaériens. Il la fit asseoir. « Petite maligne, dit-il, puis il appela Rosa. Ils avaient 1 minute pour mettre au point une stratégie. Ce fut l'affolement. « On va loger Max dans la chambre de Liesel, suggéra Rosa, sous le lit. C'est tout ce que tu as trouvé? Et s'il décide de fouiller le reste de la maison? Tu as un meilleur plan? » Précision. Il n'avait pas un instant. Un point martela la porte du 33 rue Himmel. Trop tard pour changer Max de place. Puis la voix. « Ouvrez !» Leur cœur battait à tout rompre, une vraie cacophonie. Liesel essaya en vain de faire taire le sien. « Jésus-Marie » chuchota Rosa. Cette fois, c'est papa qui prit l'initiative. Il se précipita vers la porte du sous-sol et lança un avertissement dans l'escalier. Lorsqu'il revint, il parla d'un ton rapide et clair. « Bon, on n'a pas le temps. On pourrait détourner son attention en 1000 manières, mais il n'y a qu'une solution. » Il jeta un œil à la porte et résuma. « Ne rien faire. » Ce n'était pas la réponse que Rosa attendait. Elle écarquilla les yeux. « Rien? Tu es fou ou quoi? » On frappe de nouveau à la porte. Papa était formel. « Rien du tout. On ne descend même pas. » Comme si ça ne concernait pas. Le tourbillon se ralentit. Rosa s'inclina. Elle secoua la tête, raide d'inquiétude, et alla ouvrir la porte. « Liesel !» La voix de Hans transperça la fillette. « Tu restes calme, verstehst? » »« Oui, papa. » Elle tenta de concentrer son attention sur son genou ensanglanté. « Tiens, tiens !» Pendant que Rosa l'accueillait, le membre du parti remarqua la présence de Liesel. « Mais c'est la petite footballeuse Dingo !» s'exclama-t-il avec un grand sourire. « Comment va le genou ?» On a du mal à imaginer un nazi jovial. C'était pourtant le cas de celui-ci. Il s'approcha d'elle et fit mine de se pencher pour examiner la plaie. « Est-ce qu'il sait ?» se demanda Liesel. « Est-ce qu'il peut sentir que nous cachons un juif ?» Papa, qui était allé humidifier un linge dans l'évier, revint nettoyer son genou. « Ça pique ?» Son regard d'argent était calme et affectueux. La peur qu'on y lisait pouvait être aisément confondue avec l'inquiétude suscitée par la blessure. De la cuisine, Rosa lança « Il faut que ça pique pour lui apprendre !» Le membre du parti se releva en éclatant de rire. « Je ne crois pas que cette jeune personne apprenne quoi que ce soit au foot. Frau Huberman. » Le visage de carton se tordit. « Je pense qu'elle donne plutôt des leçons, Frau Huberman. » Il sourit à Liesel. « Des leçons à tous ces garçons. Je me trompe, jeune fille ?» En guise de réponse, Liesel fit une grimace car Hans appuyait le linge sur l'écorchure. C'est lui qui parla. Un « excuse-moi » prononcé à mi-voix. Il y eut un silence gêné, puis le natif revint au motif de sa visite. « Si vous permettez, dit-il, j'aimerais examiner votre sous-sol juste 1 minute ou 2, histoire de voir s'il conviendrait pour un abri. » Papa tapota une dernière fois le genou de Liesel. « Tu vas avoir aussi un superbe bleu, lui dit-il, puis il se tourna vers l'homme. « Bien sûr, la première porte à droite. Excusez le désordre, s'il vous plaît. » Aucune importance. Ça ne peut être pire que ce que j'ai vu chez certains aujourd'hui. Cette porte-ci? Exactement. The longest 3 minutes in Huberman history. Papa sat at the table. Rosa prayed in the corner, mouthing the words. Liesel was cooked, her knee, her chest, the muscle in her arms.
I doubt any of them had the audacity to consider what they'd do if the basement was appointed as a shelter. They had to survive the inspection first. They listened to Nazi footsteps in the basement. There was the sound of measuring tape. Liesel could not ward off the thought of Max sitting beneath the steps, huddled around his sketchbook, hugging it to his chest. Papa stood. Another idea. He walked to the hall and called out, "Everything good down there?" The answer ascended the step on top of Max Vanderberg. "Another minute, perhaps. Would you like some coffee, some tea?" "No, thank you." When Papa returned, he ordered Liesel to fetch a book and for Rosa to start cooking. He decided the last thing they should do was sit around and look around looking worried. "Well, come on," he said loudly. "Move it, Liesel. I don't care if your knee hurts. You have to finish that book, like you said." Liesel tried not to break. "Yes, Papa. What are you waiting for?" It took a great effort to wink at her, she could tell. In the corridor, she nearly collided with a party man. "In trouble with your papa, huh?" "Never mind. I'm the same with my own children." They walked their separate ways, and when Liesel made it to her room, she closed the door and fell to her knees, despite the added pain. She listened first to the judgment that the basement was too shallow, then the goodbyes, one of which was sent down the corridor. "Goodbye, maniacal soccer player." She remembered herself. "Auf Wiedersehen. Goodbye." The dream carrier simmered in her hands. According to Papa, Rosa melted next to the stove the moment the party man was gone. They collected Liesel and made their way to the basement, removing the well-placed drop sheets and paint cans. Max Vanderberg sat beneath the steps, holding his rusty scissors like a knife. His armpits were soggy and the words fell like injuries from his mouth. "I wouldn't have used them," he quietly said. He held the rusty arms flat against his forehead. "I'm so sorry I put you through that." Papa lit a cigarette. Rosa took the scissors. "You're alive," she said. "We all are." It was too late now for apologies. So my question for this chapter is, how do you think Max felt while the Nazis were in the basement? Et ma question, c'est, qu'auriez-vous fait si vous étiez dans la position de Liesel dans ce chapitre? The Schmunzler. Minutes later, a second knocker was at the door. "Good Lord, another one?" Worry resumed immediately. Max was covered up. Rosa trudged up the basement steps, but when she opened the door this time it was not the Nazis. It was none other than Rudy Steiner. He stood there, yellow-haired and good-intentioned. "I just came to see how Liesel is." When she heard his voice, Liesel started making her way up the steps. "I can deal with this one." "Her boyfriend," Papa mentioned to the paint cans. He blew another mouthful of smoke. "He's not my boyfriend," Liesel countered, but she was not irritated. It was impossible after such a close call. "I'm only going up because Mama will be yelling out any second. Liesel!" She was on the fifth step. "See?" When she reached the door, Rudy moved from foot to foot. "I just came to see..." He stopped. "What's that smell?" he sniffed. "Been smoking in there?" "Oh, I was sitting with Papa." "Do you have any cigarettes? Maybe we can sell some." Liesel wasn't in the mood for this. She spoke quietly enough so that Mama wouldn't hear. "I don't steal from my Papa." "But you steal from certain other places." "Talk a bit louder, why don't you?" Rudy schmounzled. "See what stealing does? You're all worried. Like you've never stolen anything." "Yes, but you reek of it." Rudy was really warming up now. "Maybe that's not cigarette smoke after all." He leaned closer and smiled. "It's a criminal I can smell. You should have a bath." He shouted back to Tommy Muller. "Hey, Tommy, you should come and have a smell of this." Comment? J'entends rien, dit Tommy Muller tout craché. Rudy hocha la tête d'un air navré. Le cas est désespéré. Liesel commença à refermer la porte. Va voir ailleurs si j'y suis certain. Je n'ai surtout pas besoin de toi en ce moment. Rudy se dirigea vers la rue, très content de lui. Arrivé au niveau de la boîte aux lettres, il fit semblant de se rappeler ce pourquoi il était venu et revint sur ses pas. Alles gut, Salmensch? Ta blessure, je veux dire. On était au mois de juin en Allemagne. La situation n'allait pas tarder à se détériorer. Liesel n'en avait pas conscience. Ce qu'elle voyait, c'était que la présence du juif dans le sous-sol de la maison n'avait pas été détectée
On n'allait pas emmener ses parents nourriciers. Elle y était pour quelque chose. Tout va bien, répondit-elle à Rudy, et elle ne parlait pas d'une quelconque blessure au foot. Elle allait bien. So my question for this chapter, what do you think a schmunzler is? Journal de la mort, les Parisiens. L'été arriva. Pour la voleuse de livres, la vie se déroulait gentiment. Pour moi, le ciel était couleur juive. Quand leur corps s'était en vain rué sur la porte pour trouver une issue, leur âme s'élevait. Quand leurs ongles avaient griffé le bois et parfois même y étaient restés plantés par la force du désespoir, leur âme venait vers moi. Je les accueillais dans mes bras et nous quittons ces douches par le toit pour gagner l'immensité de l'éternité. Je n'arrêtais pas, minute après minute, douche après douche. Je n'oublierai jamais le premier jour à Auschwitz, ni la première fois à Mauthausen. À Mauthausen, au fil du temps, je les ai aussi recueillis au bas de cette grande falaise, quand les âmes s'échappaient avec tant de mal. Il y avait des corps brisés et des cœurs tendres arrêtés. Pourtant, c'était mieux que le gaz. J'en ai saisi certains avant la fin de leur chute. Je vous ai sauvés, pensais-je, en tenant leur âme à mi-chemin, tandis que le reste de leur personne, leur enveloppe charnelle, allait s'écraser au sol. Tous étaient légers comme des coquilles de noix vides. Là-bas, il y avait un ciel de fumée. Je frissonne à ce souvenir, tandis que j'essaie de m'en abstraire. Je souffle dans mes mains pour les réchauffer. Mais comment ne seraient-elles pas glacées quand les âmes frissonnent encore? Dieu, quand j'y pense, c'est toujours le nom qui me vient. Dieu, 2 fois. Je prononce son nom dans une vaine tentative pour comprendre. Mais ton rôle n'est pas de comprendre. C'est moi qui fais la réponse, car Dieu ne dit jamais rien. Vous croyez être la seule personne à qui il ne répond pas. Ton rôle est de... Là-dessus, j'arrête de m'écouter parce que, pour parler franchement, ça me fatigue. Quand je me mets à réfléchir de la sorte, c'est l'épuisement garanti et je ne peux pas me le permettre. Je dois à tout prix continuer, car pour la grande majorité des gens, la mort n'attend pas. Et si elle attend, elle n'est généralement pas longtemps. Le 23 juin 1942, un groupe de Juifs français se trouvait dans une prison allemande en territoire polonais. Le premier que j'ai emporté était près de la porte, l'esprit cherchant à s'évader, puis réduit à tourner en rond et à ralentir. Vous devez me croire si je vous dis que ce jour-là, j'ai recueilli chaque âme comme si elle venait de naître. J'ai même embrasé les joues lasses et empoisonnées de quelques-uns. J'ai écouté leurs derniers hoquets, les derniers mots sur leurs lèvres. J'ai contemplé leur vision d'amour et je les ai libérés de leur peur. Je les ai tous emmenés et s'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de me changer les idées, c'est bien celui-ci. Dans la plus grande affliction, j'ai regardé le monde au-dessus de moi. J'ai vu le ciel passer de l'argent au gris, puis à la couleur de la pluie. Même les nuages essayaient de s'en aller. Parfois, j'essayais de m'imaginer à quoi cela ressemblait au-dessus des nuages, sachant de façon certaine que le soleil était blond et que l'atmosphère infinie était un œil bleu gigantesque. Ils étaient français, ils étaient juifs, et ils étaient vous. Okay. Et pour ce chapitre, ma question c'est: comment l'auteur utilise-t-il la mort pour expliquer un événement aussi terrible que l'Holocauste? And that's the end for this week. So we have 4 questions for you, the usual. And next week we'll be starting part 7. And that's it. We'll see you on the same day, same time, the usual. Ok, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine, on va commencer le 7e partie du livre la semaine prochaine. Et alors, au revoir, merci d'avoir écouté. Bye, have a good day.